Les inhumations ont lieu dans un délai de 30 jours au plus tard après le décès, sauf prorogation accordée par le procureur de la République compétent. Passé ce délai, il est procédé à une inhumation en fosse commune, prévient le décret signé par le président Patrice Talon et 6 de ses ministres. Virgile Arouansé, on peut dire, il y a quelques années, vous vous êtes intéressé à ce sujet. Grande avancée, dirait certains. Oui, effectivement, je me suis intéressé au sujet. C'est beaucoup plus par rapport à celui-là qui s'est tout le temps évertué à crier pour une réforme dans ce secteur, le secteur funéraire au Bénin. Je veux parler de Meda Koudemi à travers son ONG Bénin Diaspora Assistance. Et on peut considérer que ce sont ces efforts qui sont consacrés aujourd'hui, ce sont ces cris qui sont entendus. Cela dit, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont réglementées, qui vont changer et changer carrément, on va dire, la vie sociale, la vie communautaire. Mais en même temps, je crois que si on va vraiment appliquer cette loi, de mon point de vue, il y a un aspect qui pourrait créer de problèmes vu les habitudes, notamment pour les non-musulmans au Bénin. Il est presque une tradition que les enterrements après les décès ne se font pas dans un délai aussi court que c'est mentionné dans le décret désormais, à savoir 30 jours. 30 jours, je vois bien de gens qui ne s'y retrouveraient pas quand on dit que, comme toute loi, et la sanction qui va avec, si on ne respecte pas, n'est-ce pas, cette prescription-là, eh bien, c'est un enterrement dans une fosse commune. Que risquent les familles ou que risque la dépouille? Eh bien, il y aura quand même de plus en plus de fosses communes au Bénin. Soit on arrive vraiment à le faire et les gens savent désormais à quoi s'en tenir, ou alors il y a un peu de laxisme et la loi va être inopérante de mon point de vue. Dans tous les cas, pour une telle prescription, il va falloir un temps pour sensibiliser les uns les autres, notamment dans la région méridionale du Bénin, pour sensibiliser les gens pour que ces aspects-là puissent entrer désormais dans les habitudes. Mais je crains que cela suscite un peu de remous au début. Mais c'est pas mal globalement. Fidèle Voudounon, grande avancée, disais-je. Qu'en dites-vous? Oui, cher ami Edouard, je pense que la question méritait qu'on s'y attarde. Et on peut trouver à redire sur les conditions aujourd'hui établies par le décret présidentiel, le décret numéro 2024-991, dit-on du 19 juin 2024. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un décret qui date d'hier, si on veut le dire, puisque nous sommes en juillet. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est maintenant que ça a été rendu public, ce qui me laisse imaginer, ce n'est que le fruit de mon imagination, que on a pris le temps de faire peut-être quelques consultations et de s'assurer véritablement que la chose soit digeste pour le commun des Béninois. Ce qu'il faut relever déjà, c'est que on avait vraiment besoin de réglementer ce secteur-là. On avait besoin de réglementer ce secteur. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ces morgues entre guillemets traditionnels où un monsieur se découvre des talents de morguier ou de, je ne sais pas, de promoteur de funérarium dans son arrière-cour, il dispose les corps, il a de ses produits et tout, et donc les samedis, les jeudis, il fait les livraisons de cadavres. Je crois qu'il y a eu beaucoup de ces cas qui, quand même, à un moment donné, méritait vraiment que l'on s'attarde sur la gestion, le fonctionnement, la réglementation donc de ce secteur-là. Et je pense que ces choses faites désormais. À côté de ça, il y a que au niveau aujourd'hui de nos administrations territoriales, je veux parler en l'occurrence des mairies, on a comme l'impression que cette administration ou ces administrations-là n'ont pas totalement d'emprise sur ce secteur. Je prends l'exemple que je connais le plus pour
pour y avoir intérêt personnellement. Je prends la mairie d'Ambo par exemple. J'ai remarqué depuis quelques semaines que les portails, donc les principaux portails d'entrée sont cadenassés. Et donc si tu dois aller te recueillir sur la tombe d'un parent, il faudra forcément appeler le gardien s'il est à côté, sinon il faut attendre qu'il vienne et voilà. Et il attend, tu finis et il referme. J'ai voulu comprendre, il paraît que ce sont les instructions des autorités donc au niveau de cette mairie et que je n'ai pas encore fait l'enquête, c'est le cas dans plusieurs autres mairies désormais parce que ces responsables n'ont pas véritablement le sentiment de contrôler, de maîtriser la façon dont ça fonctionne au niveau donc de ces cimetières là. Donc j'imagine que au-delà de la gestion des cimetières, c'est la même chose sur la chaîne de gestion, on va dire, de la mort. Depuis le décès jusqu'à l'enterrement. Et donc, il était indiqué de donner tout au moins des éléments d'appréciation, de donner un canevas qui permettent à tous les acteurs qui interviennent donc sur cette chaîne-là de savoir quelles sont les responsabilités, quelles sont les contraintes liées justement à l'exercice de telle ou telle activité sur donc cette chaîne-là. Cela dit, une fois n'est pas coutume, mais je serais totalement d'accord avec Vigile Avancé sur le principe de l'accessibilité de ces conditions-là aujourd'hui établies, parce que bon, on a une tradition, on a une pratique. Chez nous ici au Bénin, et c'est vrai, on dira que bon, toute réforme bouscule des intérêts, mais ici il s'agit de la mort et on sait ce que la mort représente pour le Béninois. Parfois, et c'est d'ailleurs, je dirais pas parfois, souvent la mort est encore plus chère que le vivant à des circonstances données, mais il faudrait qu'on trouve le juste milieu. Je veux parler par exemple du délai de 30 jours. Bon, pour moi, personnellement, Fidèle Vodouno, ça ne pose aucun problème parce que, comme on le dit chez nous, quand quelqu'un tombe, eh bien, c'est les siens qui s'en occupent. On dit chez nous en Goumbé, à Kokwa, on dit. Donc, a priori, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, en fait, quand il s'agit donc de gérer le cadavre, de gérer un mort. Donc, on devrait pouvoir rassembler les moyens pour être justement dans les normes établies par ce décret-là. Mais il y a quand même de ces cas où il y a peut-être qu'une seule personne qui doit répondre de toutes ces contraintes-là. Je n'ai pas encore parcouru totalement le décret. Je ne sais pas s'il se trouve des circonstances particulières, des règles particulières, des circonstances atténuantes pour des cas spécifiques où il se poserait forcément des problèmes de moyens financiers, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité, de moyens financiers pour répondre aux exigences, surtout au niveau de nos mairies où c'est quand même à l'image aussi de nos administrations de façon générale, c'est pas la grande célérité à tous les points de vue. Donc les moyens pour pouvoir répondre efficacement et en temps opportun à toutes ces contraintes pourraient faire défaut. Et je pense que bon, dans tous les cas, c'est les hommes qui auront à s'assurer de l'application donc de ce décret-là, et ils sauront quand même faire la part des choses, parce qu'il y a quand même la loi, mais il y a aussi l'esprit de la loi, et donc on devrait pouvoir en tenir compte dans la mise en œuvre. Mais on gardera quand même à l'esprit qu'il était véritablement important que nous ayons quand même des références par rapport à ce domaine-là, à ce secteur-là, quitte à ce que dans le feu de l'action, on puisse réajuster les choses ou corriger ce qui devrait pouvoir l'être à bon entendement. On peut se demander, Virgile Avancé, pourquoi pas une loi à la place d'un décret, tout simplement? Le décret n'est qu'une étape. On ne va pas laisser la situation perdurer ainsi. Et donc, pour moi, le décret précède sans doute la loi qui va être plus élaborée, qui va déjà pouvoir se saisir des faiblesses de ce décret-là dans l'application pour parfaire les choses. Donc, il avait, je crois, d'après ce que Méda Koudebi a coutume de dire, la réglementation de ce secteur, comme beaucoup d'autres choses, doit remonter bien loin, très loin, n'est-ce pas, pour ne plus être actuel aujourd'hui. Je ne peux pas donner de date pour ne pas être imprécis. Mais c'est de ça qu'il s'agit, c'est dépasser en fait ce qui existait comme réglementation. C'est complètement dépassé par rapport aux réalités d'aujourd'hui. Donc, pour moi, la loi, ça va sans doute venir. Il fallait faire quelque chose. Quelque chose est fait. C'est peut-être pas encore ce qu'il faut. Il faut, à partir de cela maintenant, pouvoir corriger la loi à venir.
qui sans doute aussi ne tardera pas, parce que quand ça va susciter de remous, les députés vont sans doute se convaincre qu'il faut faire quelque chose. Et pour moi, c'est une réponse. La loi sera une réponse, entre autres, à ces remous-là, qui nous manqueront sûrement pas. Fidèle Vaudounon, lorsqu'on sait que dans la pratique, il faut une loi et après un décret d'application, c'est comme si on craint les intérêts. Bon, vous savez, c'est le pouvoir qui définit ses prérogatives, ses priorités, j'allais dire, en fonction certainement des urgences de l'heure. Le décret, dans la hiérarchisation des normes, je crois que le décret n'est pas au-dessus de la loi. Donc, est-ce qu'il faut partir de la loi pour en venir au décret d'application? Est-ce que ça doit prendre plus de temps? Est-ce qu'il y avait véritablement urgence? C'est autant de questions qu'on devrait pouvoir se poser. Mais dans tous les cas, pour le domaine dont nous parlons, le domaine justement des morts, ou être direct, eh bien, je pense qu'il y a véritablement urgence. Il y a urgence au-delà même, donc des dénonciations de Médard Koudébi qui doit être quand même en train de jubiler, parce qu'il va devoir amener tout ceci quand même à l'aboutissement de ces luttes. Je pense que ce n'est pas une question qui a commencé à être discutée, en tout cas au sein de la population avant l'avènement donc de cette ONG et de son président. On a quand même pu dénoncer un certain nombre de choses dans nos villages, en l'occurrence, de la façon dont on traite justement les dépouilles mortelles. On a eu quand même à les dénoncer à un moment ou à un autre, de sorte que, eh bien, que ce soit un décret, que ce soit même un arrêté au plan communal, il fallait vraiment partir de quelque chose pour cadrer tout ça. Et ce qui me semble plus important dans tout ceci, je pense que c'est le volet financier. C'est le volet financier. C'est sur ce volet qu'il faut véritablement s'attarder. Sur l'opportunité du décret ou peut-être de la loi à venir plus tard, le problème ne se pose pas selon moi. Il était question dans tous les cas de commencer par quelque chose pour que on ne soit plus dans une forme de no man's land législatif où bon voilà chacun, parce que là ce qui se passe en réalité c'est quoi? Si on devrait mettre par exemple la gestion des funérariums à côté de la gestion d'une école par exemple, l'école aujourd'hui on ne peut pas se lever et créer une école SDI. Il y a un minimum donc de normes à respecter, et que quand vous devez passer de la classe des classes de maternelle au CI ainsi de suite, il y a toute une procédure. Mais on constate que à côté de ça, la gestion des morts, avec tout ce que ça contient, ne serait-ce qu'au plan environnemental, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le gars, il crée son établissement. On ne sait pas s'il y a un agrément, parce que c'est dans le décret que j'entends maintenant parler d'agrément, dont on doit pouvoir quand même afficher clairement et de façon lisible les références devant donc le funérarium. On ne sait pas s'il y avait véritablement un agrément. Donc le gars, son établissement, c'est lui qui définit les normes en réalité, et qui pourrait même peut-être se vanter d'avoir les meilleures conditions que la morgue d'à côté ou le funérarium d'à côté. Vous voyez, c'est quand même assez sensible. C'est quand même assez sensible parce que on ne sait pas toujours de quoi les gens meurent chez nous. Et selon la façon dont la personne est morte, ou bien selon de quoi la personne est morte, il y a certainement des distributions à prendre au plan sanitaire afin de circonscrire les champs de contamination. Mais on n'a pas d'éléments d'appréciation et il n'y a pas, a priori, en tout cas pas à ma connaissance véritablement, des mesures de contrôle de fonctionnement donc de ces établissements-là jusque-là. Et je pense que c'est au vu de tout ça que se justifie l'urgence de ce décret-là, à mon entendement. Quitte à ce que, à l'exercice donc, ou bien à la mise en œuvre, on puisse donc relever des failles, on puisse donc relever des manquements ou peut-être même des exagérations entre guillemets, et faire corriger ça par une loi en bonne et due forme à donc proposer à l'Assemblée nationale ou bien un projet de loi, je ne sais pas trop. Donc, il y avait véritablement urgence sur la question. Mais ce qui se pose, je l'ai déjà dit plusieurs fois, comme problème, c'est le problème des moyens financiers à mobiliser. Parce que les gens, ils étaient dans leur manière de fonctionner avec les moyens de bord qu'ils géraient. Mais aujourd'hui, on a élevé des normes. On est en train donc de les soumettre à des exigences strictes. Cela appelle forcément des investissements. Cela appelle forcément des expertises. Cela appelle forcément des main-d'œuvre spécialisées.
Donc, naturellement, le coût va rejaillir forcément sur les familles de défunts, évidemment. Et il n'a pas fini, enfin, je veux dire, les familles des défunts n'ont pas fini ça au niveau donc de la morgue ou du funérarium, qui a une autre procédure qui attend au niveau de la mairie pour les autorisations, les permis d'inhumer et l'achat de fosses. Et aujourd'hui, avec ce décret, on voit que le fosse, c'est plus, on fera plus la tombe comme on veut. Forcément, donc il y a un minimum à respecter. Ça aussi, ça appelle des moyens financiers, ce qui n'est pas évident. Maintenant, je ne sais pas si vous reviendrez là-dessus tout à l'heure, mais j'ouvre la brèche. Dans nos villages, parce qu'on dit là, c'est peut-être un peu plus facile à gérer en ville. À Porto Novo ici, c'est pas à Messerete ou c'est pas à Diara, c'est même à côté ici, mais quand on va au fond, véritablement, et qu'on dit qu'il y a un décès dans les conditions qu'on ne maîtrise peut-être pas, derrière Sahara là-bas, ou bien c'est quelque part à Silico dans la dépression là-bas, mais qui est véritablement au courant? Et même le chef village, vous direz peut-être, ou bien le conseiller du local, tous sont... On va y revenir. Voilà, tous sont comme vous le dites ceci. Et il y a de ces inhumations incognito qui se font, et on ne sait pas véritablement comment ça se passe. Donc je pense que c'est encore autant de défis à relever par le pouvoir public pour véritablement avoir une vue claire sur la gestion de ce secteur. On peut préciser que le décret a mentionné un certain nombre de lois sur lesquelles il s'appuie pour donner des détails. Toujours est-il que la question des morgues au Bénin reste une question entièrement à part. Virgile, à Ouansé, il y a de ces problèmes-là qu'on peut relever dans le décret. Selon certains, il y a que les morgues sont dans les agglomérations et qu'en principe, on devrait les éloigner. Mais le décret n'a pas abordé ces questions, par exemple. Non, dans d'autres pays aussi, même les pays avancés, les morgues sont parfois et souvent dans les agglomérations. Tout dépend. Proche des maisons, des habitations. Proche des maisons, des habitations. En fait, le problème qui est souvent posé, que MEDA Kodebi, avec son ONG Bénin Diaspora Assistance, avait souvent soulevé, pas un seul, entre autres problèmes, c'est par rapport à la nappe phréatique. Les traitements issus donc de ces morgues-là viennent, pour ne pas dire les eaux de ces traitements, viennent polluer la nappe phréatique. Si bien que, comme Fidèle le disait, selon la maladie, déjà les substances chimiques issues donc de ces traitements sont dangereuses pour la santé. Qui plus est, si la maladie dont le défunt ou les défunts sont décédés, si c'est des maladies contagieuses, vous êtes à la porte là, vous êtes sur un canal d'une épidémie aussi facilement que c'est. Et il avait des régions, je crois que même PK14 à l'époque, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de moins en moins d'enterrements au cimetière PK14. PK14 était un problème, il avait souligné à l'époque, parce que vous voyez, par rapport à la nappe phréatique de cet endroit-là, il y avait des prélèvements qui avaient révélé que la nappe phréatique a des problèmes, que l'eau est contaminée là, et que ceux qui vivent là sont en danger. Donc c'est la même chose pour les autres morgues. Je pense que le décret n'est pas allé dans tous les aspects. Le décret n'est pas allé dans tous les aspects. Peut-être à dessein. Non, pas à dessein. Il peut pas. Je ne sais pas comment ils ont pu travailler, mais sinon, pour moi, pour avoir des personnes ressources du domaine, on ne peut pas faire un travail comme ça sans associer l'ONG Bénin Diaspora Assistance. Ils ont envoyé des propositions qui n'ont pas toutes été prises en compte selon ces dires. Au-delà même des propositions, je pense qu'ils avaient, je vous arrête pas, ils avaient eu régulièrement à déposer des rapports au gouvernement au niveau de cette ONG. Ça c'est pour signaler, c'est pour dénoncer. Ça aurait pu inspirer aussi. C'est pour dénoncer. Maintenant, le chef de l'État ou ces techniciens ne sachant pas tout, n'est-ce pas, devait pouvoir associer les acteurs pour comprendre les méandres, n'est-ce pas, du secteur et savoir à peu près ce qu'il faut faire. Bon, disons, le décret est passé à côté de ces aspects-là, certainement. On me dira que un décret, ce n'est pas une loi et que la loi va être peut-être plus englobante. C'est possible. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons. Il faut espérer que, quand ce peu-là va être appliqué, que ces dangers-là
que nous courrions que ça va être contenu. Quand le décret prévoit que les morgues vont pas être dans les agglomérations, vous avez dit que le décret n'a pas prévu ça malheureusement. Je crois que si on met en œuvre ces mesures-là, ça devrait pouvoir aller. Parce que, que vous le veuillez ou non, là où la morgue se trouve aujourd'hui, isolée des habitations, demain, ça va être rattrapé par l'urbanisation. Les gens vont venir s'y installer. Encore qu'il y a, c'est deux choses. Est-ce que vous sortez la morgue de l'agglomération ou alors vous l'isolez, ça reste quand même dans l'agglomération, mais isolé des maisons, isolé des habitations. Ça fait deux choix. Là. Si c'est sorti de l'agglomération, dans tous les cas, l'agglomération reviendra là. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui se fait, c'est qu'il y a des normes strictes qu'il faut respecter pour que, n'est-ce pas, la mort ne contamine pas les vivants, les entraîne, n'est-ce pas, dans la mort. Fidèle Vaudounon, mais est-ce que vous ne remarquez pas que les familles des défunts sont ceux à qui on demande le plus d'efforts et que les auteurs même pratiquement rien à faire? Je disais que n'est-ce pas ça, par exemple, à dessein qu'on ne demande pas aux morgues de s'éloigner des maisons? Oui, j'allais rebondir sur la question, même si vous ne posiez pas la question. Pour me répéter. Donc, en réalité, pour la compréhension que moi, personnellement, j'ai de la chose, c'est que la morgue soit en plein cœur de la ville ou en campagne, le problème ne se pose pas. Le problème qui se pose, la préoccupation majeure, c'est les conditions sanitaires, les conditions techniques, les conditions matérielles de conservation, de traitement de ces dépouilles mortelles là en réalité. C'est-à-dire que si moi je m'en refais à ma petite documentation sur l'affaire, c'est qu'il devrait y avoir des traitements spécifiques, des déchets issus justement donc de la manipulation donc de ces corps là, de façon à préserver la vie humaine, en l'occurrence la nappe phréatique, qui dans tous les cas ne se trouve pas à côté. C'est vrai que c'est plus proche à certains endroits et plus loin à certains autres endroits. Mais si on prend les dispositions techniques, c'est-à-dire que ces déchets-là sont traités, c'est-à-dire sont traités de sorte à déjà annuler, à déjà tuer les germes de maladies, qu'ils peuvent contenir avant même peut-être d'être drainés vers donc des exutoires ou je ne sais pas quoi. Donc le problème a priori n'est pas le positionnement de la morgue, mais le problème majeur, me semble-t-il, c'est de se donner les moyens, par rapport à ces promoteurs, se donner les moyens de traiter efficacement ces déchets-là, afin donc de préserver, entre autres, la nappe phréatique, parce que il n'y a pas que les déchets solides, nous respirons beaucoup de choses dans l'air et tout, donc tout cela peut être pris en compte par rapport à la question que vous évoquez en lien avec donc ces traitements-là. Mais ce qui m'amène encore à ma préoccupation de tout à l'heure, pendant que nous sommes alertes sur la question du traitement, de la manipulation des cadavres au niveau donc des morgues et ainsi de suite, qu'en est-il donc des mesures, des moyens que s'offre le pouvoir public pour assurer la même rigueur, le même suivi dans les basses campagnes, dans nos villages lointains, où il y a encore quand même un culte autour des morts. Et ce culte, pour la plupart du temps, ne donne pas forcément la liberté, ne donne pas forcément d'ouverture à ces traitements stricts que certains, dans le contexte villageois, traiteraient de yovo, c'est-à-dire d'européens. On dira, bon, c'est quoi, la personne est restée avec nous ici tout le temps, et c'est maintenant qu'il est mort, qu'elle est morte, qu'on dit ceci, cela. Donc, il y a encore du travail à faire. C'est pourquoi moi je dis, il n'y a pas encore matière à crier que voilà, c'est réglementé, c'est ceci, c'est cela. Non. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation sur la responsabilité, ou plutôt les implications ou les contraintes majeures liées justement à la mise en œuvre donc de ce décret-là. Non, je pense que chacun en aura pour sa dose. Les promoteurs d'établissements afin des funérariums ou bien des morgues ont leur part. Parce qu'il y a des normes qui sont éditées aujourd'hui. Ils sont forcés, en tout cas par rapport au délai, de se mettre aux normes. De se mettre donc au même diapason que ces normes-là pour avoir même l'agrément.
Parce qu'il est question d'agrément maintenant. Et pour avoir l'agrément, c'est que vous avez rempli forcément les conditions qui sont énoncées dans ce décret-là. Pour ce qui les concerne au niveau des morgues, les funérariums et autres. Les morgues à créer, à venir. Oui, c'est ce que je dis. Même les morgues, elles en existent déjà. Mais en lien avec ce décret, elles sont obligées, en tout cas les propriétaires sont obligés de se mettre au pas. C'est d'abord ça. Ils sont pour la plupart des acteurs politiques. Je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Vous savez certainement de quoi vous parlez. Donc il faut d'abord régler ce problème. Ensuite, au niveau de l'administration communale, par exemple, je voudrais réfléchir à l'échelle communale, il y a un travail à faire. Le secrétaire exécutif, c'est pas l'ALBAC qui connaît les solutions à toutes les équations. Donc il faut forcément du personnel spécialisé pour comprendre d'abord comment ça fonctionne, comment ça doit fonctionner, et pour surtout faire le suivi et faire la répression s'il le faut. C'est ça aussi. La gestion des cimetières, parce qu'il y a des normes qui sont éditées aujourd'hui pour les cimetières. Les cimetières, me semble-t-il, sont du ressort donc des mairies. Les mairies disposent en réalité de quels moyens pour justement gérer ces cimetières-là à l'aune des règles dictées par ce décret-là. Il y a un travail à faire à ce niveau-là aussi. Et ce sur quoi je serais peut-être d'accord avec vous, c'est comment tout ceci va rejaillir sur les familles des défunts. Parce que vous voyez les investissements qui se feront aussi bien des privés que des publics en termes de morgue, de funérarium et tout. Les efforts qui seront déployés au niveau des mairies pour être à jour afin donc justement de gérer au mieux les implications de ce décret-là. Tout ça là va rejaillir forcément sur la poche donc des familles des défunts pour l'achat de fosses, pour les conditions d'inhumation, les autorisations, parce que ce que vous ne savez pas déjà en l'état, ce n'est pas évident. Je peux parler de mon expérience personnelle par rapport à ma maman. J'ai compris que en fait, il y a une étape où vous faites l'inhumation et pour arranger quand même la tombe, élever le but, mettre des carreaux, c'est encore une autre étape en réalité. Donc c'est des niveaux d'autorisation. Alors, et ce n'était déjà pas évident. Ce n'est pas déjà évident en l'état actuel des choses. Donc j'imagine quand tous ces éléments-là vont rentrer en ligne de compte, ce que cela pourrait donc coûter pour donc la poche des familles donc des défunts. Donc je pense que c'est peut-être là toute la pertinence de votre préoccupation, où il y a forcément un effort de plus à faire maintenant, j'avoue et je le reconnais, je n'ai pas encore parcouru tout le décret, je suis pas juriste, je ne lis que ce que je peux lire pour quand même faire mon analyse. Eh bien, il y a peut-être des circonstances atténuantes pour les familles des défunts, de sorte que peut-être c'est le pouvoir public qui appuie les collectivités territoriales dans la mise à jour de leur système de gestion donc des cimetières et autres, pour que cela ne déteigne pas trop négativement sur les possibilités financières donc des familles des défunts. Je n'en sais absolument rien. Est-ce qu'il y a possibilité peut-être de faire, je ne sais pas si c'est des moratoires on va dire, ou bien des arrangements en tout cas avec les morgues et les funérariums qui existent, de façon à les accompagner dans cette transition-là, pour que cela n'étouffe pas tout de suite et maintenant les familles des défunts par rapport aux reliquats qui devraient donc leur revenir en termes donc de moyens financiers. Je ne sais pas encore, mais je pense que dans tous les cas on aura à gérer nos morts, qu'on le veuille ou pas, et il faudra forcément que ces dispositions dont je viens de parler soient prises en compte, si ce n'est pas encore pris en compte par ce décret, et que cela puisse l'être peut-être dans une loi ou telle autre disposition juridique. Vigile a abordé cet autre aspect. Si vous permettez, avant cet aspect, ce que dit Fidèle est d'autant plus pertinent que même aujourd'hui, en l'état actuel des choses, mettons que le décret n'est pas encore entré en application, c'est déjà compliqué. Surtout quand il parle des zones rurales, les villages et autres. Je vais vous donner un cas qu'il connaît sans doute, le cas de Hétin Houedomé. Vous connaissez ce cas-là? Voilà une communauté située dans une zone inondable en permanence ou presque, donc avec une nappe phréatique tout à côté, à fleur de sol, et qui en principe ne devait pas pour cette raison-là avoir de cimetière. Et voilà des gens qui ont décidé d'avoir de cimetières, c'est dans la commune de Dangbo, donc qui
disent qu'ils n'ont rien à foutre avec le cimetière municipal qui, et il a raison encore une fois, pour des raisons d'argent, eh bien, est trop loin au-delà de leur capacité à eux, de leur niveau de vie. Et délibérément, malgré les mises en garde, malgré les sommations, malgré les forces de l'ordre qu'on a envoyées parfois là-bas avec des aventures. Et ce cas de Reti n'est pas un cas isolé. C'est vrai que c'est spécifique en ceci que cela va avec les menaces des populations qui disent qu'elles attendent de pied ferme quiconque viendrait leur faire changer d'habitude, quiconque viendrait les contraindre à aller enterrer à Dambo. Et elles se méprennent complètement, disons, des raisons pour lesquelles on leur demande plutôt de changer de pratique. Et ça court jusqu'à là. Alors, ces cas spécifiques... les défunts sont sacrés, on préfère rester avec eux. Donc, les inhumer à la maison, par exemple. Voilà. Il y a les conditions environnementales. Vous allez être plus nombreux défunts si vous continuez dans ces conditions-là. Et ça... Vous avez de cette roue-là. Non, est-ce que c'est pas vrai? Et donc, cela va de votre vie à vous. Et ce qui est curieux dans ce cas-là, on le leur a expliqué. Mais les habitants de Reti, demain, je n'ai rien contre eux, mais c'est un cas, puisque nous en parlons, j'en parle, n'est-ce pas? Ne veulent rien comprendre, ne démontrent pas. Non, je pense que sur la question soulevée par Vigile Aroncet concernant le cas de Reti Domain, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il a parlé de Reti Domain, c'est pour le women que je suis, c'est tout le pays, wow, c'est Wadi tout entier, c'est-à-dire la partie inondable de la vallée de Lomé, c'est-à-dire la partie qui se trouve au-delà, de l'autre côté du fleuve en fait, quoi. Donc c'est toute cette partie-là, donc ce n'est pas que Reti Domain. On peut continuer suivre donc le Reti Domain, c'est un cas palpable actuel de résistance. Oui, au-delà même donc des questions d'inhumation, il y a d'autres considérations dernièrement qui c'était pas la joie entre la population et les forces de l'ordre. Donc vous faites bien de le rappeler. Donc cela dit, moi je voudrais généraliser un peu pour dire que il va falloir au-delà donc de ce que nous avons déjà sous la main et qui est déjà à saluer, et réfléchir encore plus sur des cas spécifiques comme Reti Domain et voir comment ça peut se gérer, comment ça doit pouvoir se gérer, parce qu'au-delà de tout, nous avons une sociologie de la mort. Chez nous avons une relation qui peut paraître peut-être bizarre pour certains d'autres, mais nous avons une relation particulière avec le mort qui tire sa source justement de notre tradition et de notre civilisation. Donc les gens ont besoin d'être plus proches de leur mort, ça c'est indéniable. Alors comment on arrive donc justement à faire cet équilibre-là, à gérer cet équilibre-là? C'est autant de chantiers qui attendent encore le pouvoir public au-delà donc de ce décret qui, une fois de plus, je le reconnais, est déjà un début ou quand même canaliser la chose, ne serait-ce que déjà en milieu urbain. Autre chose qu'on peut appeler insuffisance, c'est un Virgile à Roncet, même dans nos campagnes, dans nos villes, les premières toilettes se font à la maison, et même pour convoyer un mort de la maison à la morgue, c'est sans aucune précaution. Oui, c'est en toute ignorance que les gens font cela. C'est en toute ignorance. On le dit, pourquoi il y a des maladies spécifiques. L'hépatite, par exemple. Si quelqu'un décède de l'hépatite, vous pouvez, et comme ça se fait dans nos villages, malheureusement, à cause de la difficulté de vie au quotidien, quelqu'un peut mourir de l'hépatite sans qu'on ne le sache. Ça apparaît d'abord comme un palu, on n'a pas trouvé les moyens pour le traiter. On est resté là à triturer des feuilles et finalement cette personne est décédée. On l'enterre comme toute personne ordinaire alors que le mal est là. Et pour avoir manipulé ce corps-là, vous comprenez que tous ceux qui sont sur la ligne sont déjà contaminés et peut-être bien d'autres personnes avec qui elles ont été en contact. Donc c'est comme ça que vous avez certaines épidémies, vous avez certaines maladies qui se propagent facilement, vous avez des morts qui surviennent dans nos communautés ainsi. Mais il faut avouer que généralement, pour des maladies aussi graves,
je dis bien généralement, ça finit par l'hôpital. Donc, si c'est le système de morgue de l'hôpital, on sait déjà comment ces cas, il faut les traiter. C'est généralement ça. Cela dit, comme je dis, tout n'est pas contrôlé et malheureusement, c'est comme ça que des gens meurent en série. On dit, dans telle famille, telle personne est décédée, il était à l'enterrement de tel autre. Je ne dis pas non plus que c'est la règle, mais on a beaucoup de morts non élucidées, on a beaucoup de morts qu'on met sur le compte de mystère, mais en réalité, qui sont des morts qu'on se passe les uns les autres. C'est simplement que ça. Si vous permettez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec j'ai avancé sur la question parce que ce que vous évoquez là relève donc des rites funéraires. D'accord? Le bain, le dernier bain que doit recevoir pour mortel un défunt, ça relève d'un rite à part entière. Mais vous n'êtes pas médecin, il faut prendre des précautions, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas de médecine que nous parlons de sociologie là, nous parlons de tradition là, nous parlons de rites et les rites sont sacrés chez nous. C'est un peu exactement comme le premier bain qu'on doit te faire quand tu es venu bébé. Au-delà de ce que la sage-femme fait, il y a l'autre qui se fait à la maison. Et le rasage qui doit sur 7 jours, 9 jours après, selon les pratiques de ta communauté, de ta famille, ça aussi relève quand même d'un rite sacré et qui ne peut être fait par n'importe qui. Par exemple, c'est exactement la même chose pour un mort. Nous n'allons pas pour autant, pour des raisons sanitaires, pour des raisons scientifiques, qui n'ont pas forcément leur raison d'être. Quand nous rentrons dans la tradition, eh bien, bafouer, remettre donc en cause ces pratiques qui ont existé de tout temps. Parce qu'il y a des mesures de purification qui ne sont pas forcément de l'ordre donc de l'alcool iodé ou de... Mais il faut des précautions, n'est-ce pas? C'est ce que je vous dis. Il y a de ces mesures de purification qui sont au-delà de ce que vous connaissez au plan purement scientifique. Le bain qui se fait à un mort, à une dépouille mortelle, surtout quand il s'agit d'une personne, d'une classe donnée ou d'un statut donné dans la famille, est sacré et relève des rites funéraires. Et c'est un rite essentiel qui doit pouvoir être fait. Pourquoi vous entendez souvent que on a été même à l'église et tout, on dit maintenant inhumation dans l'intimité familiale. C'est parce qu'il y a des choses à faire. De la façon dont la personne naît, on l'accueille, de la façon dont on l'entretient jusqu'à sa mort, de la façon dont on l'enterre, tout cela rentre en ligne de compte avec notre tradition. Vous nous assurez, c'est sans risque de contamination. Oui, c'est ce que j'essaye de vous dire. C'est vous dire donc que quand il y a des risques de contamination, il n'y a pas que des mal lettrés dans toutes nos familles. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vous dis qu'il y a d'autres dimensions dans les choses que nous devons pouvoir prendre en compte. Nous sommes béninois. Ce n'est pas comme si nous allons traiter les questions de mort comme le français, comme le je sais pas, le japonais, non. En tout cas, celui-ci, il veut que nous traitions les questions comme le français. Je suis d'accord sur le principe. Oui. Mais je dis qu'il y a des étapes, il y a des rites sacrés qu'on ne peut pas occulter dans le traitement de nos morts. Ça fait partie des conditionnements, pour que cette personne-là puisse rejoindre véritablement l'égrégore donc des gens de sa famille. On va aller très vite désormais. Je disais Virgile avancé si vous permettez, oui. Moi je ne suis pas en train d'aller contre la tradition. Fidèle ou non, il faut que les choses soient claires. Je ne suis pas en train d'aller contre la tradition. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous savez qu'il y a des corps qui sont parfois refusés aux familles. On refuse de remettre à la famille. Oui, ça c'est récent avec nos histoires de Corona dernièrement et tout, c'est beaucoup plus récent. Non, pas que cela. Pas que cela, c'est le récent, c'est celui que vous avez connu. Vous parlez ici. Non. Ou alors, il a des précautions qu'on prend déjà à l'hôpital et à la morgue, de manière à ce que on dise que la famille ne peut plus ouvrir le cercueil, ne peut plus aller à des manipulations. Ça, c'était avant le corona. C'était bien avant le coronavirus. Ces cas existent. C'est à cause de ces gens de... Mais vous reconnaîtrez que c'est quand même des cas isolés. C'est pas comme si ça se passe en chaîne. Oui. Vous savez, je vais vous donner le nom de la maladie en train de m'échapper. Ou quand c'est cette maladie que vous contractez, le corps ne peut pas venir. Même de l'extérieur d'un autre pays, ça ne peut pas venir. Parce que c'est une contamination assurée. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce principe-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, la tradition a prévu ça là aussi.
qu'un parent soit décédé à l'extérieur, qu'un parent décède dans des conditions qui ne permettent pas ceci ou cela, c'est prévu. C'est prévu. Mais je parle de ce qui est de façon générale. Dans tous les cas, même si c'est à l'hôpital là, et que les médecins estiment que bon, c'est un cas, on ne doit pas manipuler, rassurez-vous, les parents trouveront les moyens d'avoir les ongles et un peu de cheveux pour aller faire les rites à la maison. C'est ça qu'il s'agit. En fait, je suis obligé de lever un coin de voile sur l'affaire, en fait, pour vous dire que il y a quand même de ces choses-là qu'on ne peut pas mettre dans une loi, qu'on ne peut pas mettre dans un décret, mais tout le monde sait, a priori, parce que nous sommes béninois, au-delà de tout. Mais pour les cas dont vous parlez, je suis tout à fait d'accord. Il y a de ces maladies, il y a de ces conditions de décès où ça peut arriver. Et ça encore, notre tradition, comprend. Et ne peut pas exiger outre mesure de faire ceci ou de faire cela quand ce n'est pas possible. On va y aller très rapidement, Virgile, à Ouansé, avec ce questionnement que vous abordiez. 30 jours de délai désormais, pour que les morts sortent des morgues. Mais Méda Koudébi, dont on a cité le nom tout à l'heure, lui n'est pas d'accord. En France, par exemple, c'est 6 jours. Ben, il a dit la France, non? Lui, il est en France. Il réside en France. Et même la loi, comme vous voyez, je dis la loi, le décret sur certains aspects, ça a copié l'Occident. C'est pourquoi mon cher ami Fidèle ne s'y retrouve pas tout à fait. Et il a raison, je crois qu'il faut... Vous manquez à peine de dire le traditionnaliste Fidèle. Vous avez dit le reste. Vous voulez pas. Et donc, je crois qu'il faut s'adapter à nos réalités. Il faut s'adapter à nos réalités. Tout le monde est d'accord qu'il a quelque chose à faire. C'est pas parce qu'on a dit 6 jours là-bas que ici 30 jours. Moi, je trouve même que 30 jours ici, comme je l'ai dit au départ, c'est trop peu. Mais voyez les raisons pour lesquelles les gens ne procèdent pas rapidement aux enterrements ici. Il faut c'est revoir pas les forcément comportements. Pour des rendez-vous de grandes fêtes, de fêtes grandioses. C'est pas pour organiser de fêtes grandioses non plus. Parfois, c'est parce qu'il manque du minimum. Le minimum là, qui a d'ailleurs manqué, qui a fait que le défunt ou le type ou la dame est parti, ça continue à frapper les vivants. Et pourtant, ce sont ces mêmes vivants, en plus des autres charges, qui chassent chaque jour, sont obligés de prendre cette charge-là en compte, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui arrive. En plus je suis d'accord, il y a des gens qui veulent maintenant aménager la maison, tout ce que le vivant, tous les privilèges dont le mort du moins, tous les privilèges dont il n'a pas eu droit, on veut réparer sa maison, on veut faire ceci parce qu'il aura du monde à la maison, etc., etc. Mais ces aspects, c'est pas ça la règle, c'est pas ça la règle. Mais de plus en plus aussi, je reconnais que les gens ne traînent plus à enterrer. De plus en plus, les gens ne traînent plus dans les morgues. Cette règle non écrite de suivisme qui était dictée dans certaines communautés pour des raisons économiques toujours, a tendance à s'effacer, n'est-ce pas? Donc les deux se tiennent. Quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, enterrez vite, dans 30 jours. Bon, si vous n'y arrivez pas, c'est les conséquences qui sont prévues en fait qui, moi, m'inquiètent. Si vous n'y arrivez pas en 30 jours, pour des raisons logiques, c'est vrai qu'on dit il faut aller voir le procureur, c'est avec le procureur, mais ça commence à être compliqué. Quand il faut dire, vous voulez voir le procureur, c'est que la menace est là, plane sur votre tête d'enterrement de fausses communes. Dans tous les cas, on va essayer ce décret-là et voir ce que ça va donner. Mais moi, je présume. Ce qui va se passer, si vous permettez, Edouard, en 30 secondes, c'est que les gens, après avoir pris les discussions dont je vous parlais tout à l'heure, après avoir eu les ongles et les cheveux, peuvent bien s'en foutre qu'il y ait enterrement en fausse commune ou pas. C'est aussi ça, le piège qui attend le pouvoir public, me semble-t-il. Fidèle Vaudounon, je disais, on va finir avec ceci que... Je vais dire ce Méda Koudébi. Le président de l'ONG Bénin Diaspora Assistance a confié à Crystal News. C'est en réalité 127 articles proposés, mais il y a plus du cachet au chef de l'État. Oui, c'est pas, j'ai dit, moi, à la table de l'émission, que c'est Méda Koudébi qui serait content que, tout au moins, on parle de l'affaire dont il parlait depuis quelque temps. C'est pas pour autant que c'est lui qui fera la loi sur la réglementation du secteur au Bénin.
c'est le pouvoir public d'abord. Il attendra d'être peut-être président de la République ou je sais pas, président de l'Assemblée nationale pour que sa proposition soit adoptée en l'état sans virgule et sans point virgule. Non, je pense que on va essayer quand même d'être raisonnable. Il y a que on fait des propositions. On a aussi des revendications parfois, même si on rentre dans le monde syndical, ce n'est pas comme si le cahier des charges est accepté et tout passe en même temps, parce que les décisions que prennent le pouvoir public, cette décision a des implications. Donc, regardez pour ce que nous avons devant nous déjà, toutes les difficultés que nous avons déjà dégagées à l'horizon par rapport à sa mise en œuvre. Donc vous imaginez combien d'articles vous dites, c'est comme si c'est pas évident. Donc je pense que le gouvernement essaye de faire dans les règles qui lui permettent justement d'avoir vraiment le contrôle sur ce qu'il entrevoit de faire, et on ne peut pas faire ce procès-là au gouvernement pour le moment, d'autant plus que nous sommes d'accord que ceci n'est qu'une étape et qu'à l'œuvre on relèvera certainement les manquements, on relèvera certainement les exagérations, et que tout ça va s'ajuster avec le temps. C'était déjà un pas et un grand pas d'avoir ce décret sous la main, et on verra pour la suite. Un mot sur cette question, Virgile Avancé. Non, c'est comme on a fini fidèle. Je crois que un décret, comme on disait, comme j'avais dit, ne peut certainement pas prendre tous les aspects en compte. Ce n'est pas une loi, et donc le sujet ne fait que commencer, on va dire, et la loi, le moment venu, va s'intéresser à ces aspects qui ont été omis. Nous avons relevé. Moi, je parlerai d'un autre aspect, par exemple. Le décret dit qu'il n'y a pas, que les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas accéder au cimetière, ce qui est une bonne chose. Mais si en même temps, dans nos rues, on doit continuer à exposer les cercueils, vous exposez les mêmes enfants. Ils n'ont plus besoin d'aller, n'est-ce pas, au cimetière. Sans oublier que par rapport à nos pratiques, l'enfant de 12 ans a besoin d'aller mettre du sable quand même sur son père de feu. Mais la loi a refusé. La loi a refusé. Voilà des choses sur lesquelles on devrait pouvoir revenir, par exemple, dans le décret. Peut-être il y aura des dérogations avec l'autorisation du procureur.